Bonjour à toutes et à tous et merci de participer toujours aussi nombreux à nos webconférences. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet sensible et pourtant absolument essentiel pour toutes les entreprises, comment prévenir, repérer et gérer les situations de harcèlement et de burn-out dans votre entreprise. Alors pourquoi en parler maintenant? Parce que ces situations peuvent plonger votre entreprise dans de véritables crises, des salariés en souffrance, des équipes qui sont déstabilisées, un climat social qui est fragilisé et sans oublier les risques juridiques particulièrement élevés pour vous, employeur. Et dans ce contexte, la moindre erreur de gestion peut aggraver la situation et entraîner des conséquences humaines ou organisationnelles et même financières très lourdes. Alors je me présente, je suis Élodie Deliste, je suis directrice marketing et édito chez Jury Travail depuis plus de 8 ans et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'animer cette session avec Alexandra. Bonjour Alexandra. Bonjour Elodie, bonjour à tous. Alexandra est juriste en droit du travail chez Jury Travail depuis bientôt 10 ans. Et vous l'avez sans doute déjà croisée lors de nos webconférences si vous êtes des fidèles. Nous sommes également aujourd'hui accompagnés par Benoît. Bonjour Benoît, qui sera présent sur le chat tout au long de la session. Alors, Benoît pourra répondre à vos questions au fil de l'eau et il nous fera remonter vos questions auxquelles Alexandra prendra le temps de réponse en fin de webconférence. Il vous partagera aussi toutes les ressources disponibles sur notre site internet, donc jurytravail.com. Toutes vos questions sont les bienvenues tout au long de cette présentation. Vraiment, l'objectif aujourd'hui, c'est de répondre à vos questions très concrètes. Par exemple, comment réagir dès qu'un salarié signale des faits de harcèlement, par exemple, ou quel réflexe adopter face à un collaborateur en situation d'épuisement, de burn-out. Si votre question concerne une situation personnelle ou sensible, n'hésitez pas à utiliser le bouton J'ai une question et votre message sera alors transmis en toute confidentialité à nos équipes de juristes. Alors, un point important avant de commencer, je me permets de vous le redire, c'est un sujet qui est très vaste, très complexe. Chaque situation est unique, chaque entreprise a ses spécificités et on ne pourra pas rentrer dans le détail de tout aujourd'hui. C'est une grosse webconférence, on a prévu 1 heure. Déjà, dans le timing, on est assez serré. Donc voilà, si vous voulez vous poser des questions, pour votre entreprise, n'hésitez pas à utiliser le bouton «J'ai une question» et par ailleurs aussi, on ne répondra à aucune question personnelle. Notre objectif, c'est de vous donner des grands repères, les obligations pour les employeurs, les bons réflexes pour les managers et surtout vous permettre de mieux anticiper pour éviter d'être démunis le jour où une situation de crise survient dans votre entreprise. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques mots sur Jury Travail. Jury Travail, c'est la plateforme de référence en droit du travail et en gestion RH depuis plus de 20 ans. Nous accompagnons chaque jour plus de 30 000 entreprises, que ce soit des RH, des employeurs, des managers ou des CSE dans leurs problématiques juridiques. Nous nous appuyons sur une équipe de plus de 50 juristes, dont fait partie Alexandra, et qui couvre l'ensemble des domaines de droit. Même si on s'appelle Jury Travail, on ne fait pas que du droit du travail. Alors, on propose 2 formules d'abonnement que vous voyez ici. Ils vous permettent d'accéder à l'ensemble de notre base documentaire dont on va beaucoup parler aujourd'hui, les modèles, mais aussi les affichages liés au harcèlement et au burn-out. Vous avez également un système d'alerte sur les conventions collectives pour rester à jour en toute simplicité. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Le numéro s'affiche sur chaque slide 01 75 75 36 00 et on se fera un plaisir de vous répondre. Alexandra, nous allons pouvoir commencer. Pour aborder ce sujet sensible de façon structurée, nous allons suivre un fil en 4 étapes. D'abord, on va apprendre à identifier des situations de harcèlement, de burn-out. Puis, on va voir comment les prévenir, comprendre et ensuite comment réagir lorsque la situation arrive. Et enfin, on a un partie, on a le point sur la responsabilité de l'employeur, qui est très important pour tout ajouter. La première partie, identifier les faits de burn-out dans son entreprise. La première question à savoir, c'est le harcèlement. Alors, Alexandra, qu'est-ce que le harcèlement? Alors, donc, faut savoir que le Code du travail donne une définition générale du harcèlement moral. Donc, le harcèlement moral est caractérisé par des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié, qui sont susceptibles soit de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, soit d'altérer sa santé physique ou mentale, ou encore de compromettre son avenir professionnel. Donc, ces 3 éléments-là, ils ne sont pas cumulatifs. Donc, ce qui veut dire qu'un seul est nécessaire pour caractériser une situation de harcèlement moral. Mais dans les faits, ils peuvent très bien se cumuler.
Par ailleurs, il faut savoir aussi que le harcèlement moral peut être caractérisé par une répétition de faits qui sont similaires, mais aussi une répétition de comportements qui sont différents. La définition qui est retenue par le Code du travail, elle exige aucun élément intentionnel, ce qui signifie qu'il peut très bien y avoir un harcèlement moral sans intention de nuire de la part de l'auteur. Donc un salarié ou un supérieur hiérarchique peut tout à fait être dans la position du harceleur sans en avoir ni conscience ni l'intention. Cette définition du harcèlement moral qui est donnée par le code, elle est assez large, ce qui a du coup permis aux juges au fil des années d'en préciser les contours. Et d'ailleurs, il y a très régulièrement des décisions de la Cour de cassation sur le harcèlement moral. Et du coup, de ce fait, la jurisprudence a vraiment permis au fil des décisions d'identifier différentes formes de harcèlement moral, telles que par exemple le harcèlement managérial ou le harcèlement institutionnel récemment. D'accord, donc le harcèlement moral, c'est une chose, mais il y a une deuxième forme de harcèlement, le harcèlement sexuel. Est-ce que tu peux nous en donner aussi la définition, s'il te plaît? Alors, donc dans le cadre du travail, il y a effectivement plusieurs agissements qui peuvent être considérés comme des faits de harcèlement sexuel. Tout d'abord, il faut savoir que le harcèlement sexuel, il peut se manifester par le fait d'imposer à une personne de façon répétée des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste. Par ailleurs, le harcèlement sexuel, il peut aussi être retenu lorsqu'un même salarié subit des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste de la part de plusieurs personnes qui se sont concertées ou à l'instigation de l'une d'elles sans que chacune d'elles n'agisse de façon répétée. Et enfin, vous pouvez aussi avoir une situation de harcèlement sexuel lorsqu'un salarié subit successivement des propos ou des comportements de ce type qui viennent de plusieurs personnes qui, même si elles ne se sont pas concertées, savent tout de même que ces propos ou comportements caractérisent une répétition. Donc dans ces 3 cas, les propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste doivent soit porter atteinte à la dignité du travailleur en raison de leur caractère humiliant ou dégradant, ou soit créer à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Par ailleurs, il faut savoir aussi que toutes les formes de pression grave, même non répétées, qui sont exercées dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle au profit de l'auteur des faits ou d'une autre personne, peuvent être assimilées aussi à du harcèlement sexuel. Ça veut dire, dans cette dernière hypothèse, que le harcèlement, il est caractérisé même si l'auteur n'avait pas vraiment l'intention d'obtenir un acte sexuel de la part de la victime. Et j'ajouterais aussi sur ce point-là que le harcèlement sexuel, pour qu'il soit caractérisé, il n'y a pas d'intention de nuire qui est nécessaire. En revanche, l'absence de consentement de la victime doit être, elle, caractérisée. Très clair. Merci beaucoup, Alexandra. On va commencer par un petit vrai-faux. Alors, ceux qui ont l'habitude de participer à notre webconférence, vous êtes habitués. Je vais ouvrir un petit vote. Vous allez pouvoir trouver une popine qui s'ouvre juste en dessous de commentaires. Et la première question que j'ai envie de vous poser pour le vrai-faux, c'est pour qu'il y ait harcèlement, faut-il un cas unique ou une répétition de faits? Alors, répondez, vous pouvez répondre directement dans le sondage, pas la peine de passer par le chat. Alors, sondage, ouvrir les votes. Oups, c'est pas le bon, pardon. Fermer les votes. Voilà, le burn-out est nécessairement lié au harcèlement. Vrai, faux ou ça dépend? Alors, personne n'a répondu, je ne sais pas pourquoi. Accepter. Je ne sais pas ce qui se passe, ça a l'air assez compliqué aujourd'hui. Hein. Du coup, tu as lancé quel vrai faux, Elodie? Pour qu'il y ait harcèlement, Ah, il faut une répétition des faits. d'accord. Voilà, et ça y est, on a des réponses. Super. Alors, il y a Anne qui nous demande, on ne parle pas forcément de harcèlement sexuel. Effectivement, on peut parler de différentes formes de harcèlement. On a parlé de harcèlement moral, de harcèlement sexuel. Ça peut être différents types différentes formes en tout cas. Oui, là, dans le vrai faux, effectivement, on parle du harcèlement au sens général. Hein. Ça peut être moral, sexuel. Alors, je vais fermer les votes puisque ça a l'air de se calmer. Aujourd'hui, on a... Ah mais non, en fait, je n'ai pas ouvert le bon vote, pardon. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Pour qu'il y ait harcèlement, il faut une répétition de faits. Vous êtes 66% à nous avoir dit vrai. Alors, je suis désolée, il y a une pétouille, comme on dit chez moi. On va refaire. Donc, pour qu'il y ait harcèlement, il faut une répétition de faits. Donc ça, c'est bon? C'est la bonne question, Alexandra?
Oui, OK, oui. donc la réponse est vraie à 66%. Qu'en Et dis-tu? ben, du coup, ça dépend. C'est ni vrai ni faux. Je vous explique pourquoi. Dans le cadre d'un harcèlement moral, le code du travail précise bien que pour qu'il puisse être caractérisé, il faut une répétition d'agissement. Donc un acte isolé, là, ne suffit pas, même si cet acte est de nature grave. En revanche, seule la répétition est exigée. Donc peu importe que les différents actes interviennent à des intervalles rapprochés ou au contraire qu'ils soient espacés dans le temps, il faut bien une répétition d'agissement dans le cadre du harcèlement moral. Par contre, dans le cadre du harcèlement sexuel, là, le Code du travail dispose qu'il peut être constitué par toute forme de pression grave, même non répétée. Donc là, un fait unique suffit bien à caractériser le harcèlement sexuel, contrairement au harcèlement moral. D'accord, très clair. D'où la précision tout à l'heure de quel type de harcèlement on parle, ça a fait toute la différence, C'est ça. effectivement. Et qui peuvent être les auteurs d'un harcèlement? Alors, donc le harcèlement, qu'il soit, moral ou sexuel, ça peut être le fait, bah, évidemment de l'employeur ou de son représentant, de toute autre personne aussi qui a une fonction d'autorité. Donc là, je pense par exemple à un client ou conjoint de l'employeur, un fournisseur ou encore un prestataire de service. Ça peut être aussi un collègue de travail, donc peu importe que ce collègue ait un lien hiérarchique ou non, avec la victime. Et enfin, ça peut aussi être un salarié envers son supérieur hiérarchique. C'est une situation qui est plus rare, mais ça arrive aussi Mmh. dans ce sens-là. D'accord, merci beaucoup. Donc là, sur la partie harcèlement, on a fait le tour de la définition. On va passer maintenant au burn-out. Mais avant, je voulais juste vous présenter notre dossier, qui est un dossier complet, sur le harcèlement que vous trouverez sur jurytravail.com, dans lequel vous trouverez, tout ce qu'il faut savoir pour prévenir, repérer et traiter efficacement le harcèlement dans votre entreprise. Vous y trouverez, comment reconnaître le harcèlement moral, le harcèlement sexuel, les obligations de prévention, savoir, réagir à un signalement par un salarié, conduire une enquête interne. Vous allez voir, on va en parler tout au long de la webconférence, c'est très important et ça peut, grandement aider à résoudre les situations problématiques. Donc je vous invite directement à le télécharger sur le site jurytravail.com. Après ça, nous allons pouvoir parler du burn-out, et donc la première question, évidemment, mais qu'est-ce qu'un burn-out? Alors, cette notion de burn-out, elle n'est pas définie dans le code du travail, ni même par, une autre source juridique à ma connaissance. Mais, au fil des années, on a de nombreux experts qui ont travaillé sur ce syndrome, qu'on appelle aussi le syndrome d'épuisement professionnel. Et du coup, aujourd'hui, on est capable de mieux cerner ce concept. Donc vous avez d'ailleurs l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui a, officiellement reconnu le burn-out comme une maladie en 2019. Et selon elle, donc le burn-out se traduit par un épuisement physique, émotionnel et mental qui résulte d'un investissement prolongé dans des situations de travail exigeantes sur le plan émotionnel. On a aussi l'INRS, l'Institut national de recherche et de sécurité, qui a précisé que le burn-out se caractérise par 3 éléments. Le premier élément, c'est l'épuisement émotionnel. Donc le salarié va avoir le sentiment d'être vidé de ses ressources émotionnelles. Le deuxième élément, c'est la dépersonnalisation ou le cynisme. Donc le salarié va être insensible au monde environnant. On va être en présence là d'une déshumanisation de la relation à l'autre et le salarié aura tendance à avoir aussi une vision négative des autres et du travail, voire même de l'entreprise. Et le troisième élément, c'est le sentiment de non-accomplissement personnel au travail. Donc là, le salarié va avoir le sentiment de ne pas parvenir à correspondre correctement aux attentes de l'entourage. Il risque d'exprimer une dépréciation de ses résultats, voire même d'éprouver un sentiment de gâchis. Donc voilà en gros pour ce qu'on peut dire de la définition du burn-out. Et quels sont les symptômes? Comment on le repère en entreprise? Alors, évidemment, le burn-out, il ne se manifeste pas de la même manière chez tous les salariés. C'est ce qui rend justement son diagnostic assez compliqué. Mais il y a quand même certains signes avant-coureurs qui ne trompent pas. Il faut savoir voilà, que les manifestations du burn-out peuvent être, par exemple, émotionnelles. Donc, le salarié va perdre confiance en soi progressivement, va devenir irritable, pessimiste. Ces manifestations du burn-out peuvent être aussi cognitives. Donc, le salarié va peut-être avoir des difficultés de concentration au travail. Le burn-out peut aussi s'exprimer sur un plan physique. Donc, le salarié va être fatigué, va développer des maux de tête, des mal de dos, des troubles du sommeil, une variation de poids, développer des troubles musculo-squelettiques, voire même des maladies cardiovasculaires. Donc voilà, c'est vraiment
très très large. Le burn-out peut aussi se manifester par des signaux comportementaux, donc il va avoir tendance à s'isoler, à devenir agressif, impulsif, peut-être même développer des addictions par rapport à l'alcool ou à la drogue, au tabac. Et parfois aussi, on observe des troubles de la santé mentale chez certains salariés qui conduisent même à la dépression ou à des tendances suicidaires. Et enfin, les manifestations du burn-out peuvent être motivationnelles. Donc là, le salarié va avoir une attitude négative envers le travail et les autres salariés. Et on va observer aussi un désengagement qui va être progressif vis-à-vis de l'équipe, voire même de l'entreprise. Mmh. C'est vrai que ça fait beaucoup et ça peut être à la fois tout et finalement qu'une seule manifestation, donc c'est assez difficile à percevoir. C'est ça. Et quels sont les facteurs de risque du burn-out? Alors, les causes du burn-out, elles sont là encore nombreuses, mais comme pour les symptômes, on a quand même plusieurs facteurs qui reviennent régulièrement. Donc je vais vous lister un petit peu les plus connus. Le premier, c'est le développement des nouvelles technologies et des outils de communication. Effectivement, aujourd'hui, il y a de nombreux salariés qui ont de plus en plus de mal à décrocher le soir après le travail, le week-end, pendant les vacances, voire même pendant leur arrêt maladie. Et du coup, on sait tous que répondre aux mails ou prendre des appels liés à l'activité professionnelle en dehors des horaires de travail, c'est devenu malheureusement naturel pour beaucoup de salariés. On a aussi les politiques managériales qui parfois impliquent un certain niveau de pression chez les salariés en raison, par exemple, d'objectifs qui sont trop élevés ou irréalisables. Et d'ailleurs, certains salariés sont régulièrement tentés d'effectuer des heures supplémentaires pour atteindre leurs objectifs, par peur de perdre leur emploi s'ils ne remplissent pas leurs objectifs. On va aussi avoir la pression constante. Alors une pression constante qui peut émaner aussi bien de la hiérarchie, mais également des collègues ou des clients. Et cette pression peut, à moyen ou long terme, créer un environnement de stress intense au travail chez certains salariés. On n'a pas tous la même résistance face au stress. On a aussi comme facteur de risque du burn-out le télétravail. Alors bien qu'il présente beaucoup d'avantages, il favorise aussi certains comportements qui sont propices au burn-out. Par exemple, le non-respect des horaires de travail, ne pas prendre de pause, faire des heures supplémentaires, ne pas décrocher après les horaires de travail. L'isolement aussi qui est lié au télétravail est également un facteur de burn-out. Et puis également, on a parfois les méthodes de management des salariés en télétravail qui peuvent être source de burn-out. Il arrive que certains managers expriment un manque de confiance vis-à-vis du collaborateur en télétravail et reprochent aux salariés de ne pas travailler suffisamment ou de ne pas être suffisamment disponible. Et tout ça peut créer une forme de pression chez le télétravailleur. Et on aura aussi en facteur de risque le manque d'autonomie et de reconnaissance. Il y a certains salariés qui vivent assez mal ce manque d'autonomie et de reconnaissance et ça peut pousser avec d'autres facteurs environnants au burn-out. Et enfin, on peut aussi évoquer l'ambiance au travail, les mauvais rapports entre collègues ou avec la hiérarchie ou encore même avec des difficultés avec des clients peuvent favoriser aussi l'apparition d'un burn-out chez les salariés. Merci beaucoup, Alexandra. C'est vrai que les causes sont multiples. Alors, je vois sur le chat que vous êtes nombreux à vouloir télécharger notre dossier. On a un problème actuellement sur le site puisque, je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais Cloudflare a des problèmes et notre site utilise cette solution, ce qui provoque que notre site ne fonctionne pas très bien pour le moment. Donc, si vous voulez bien, je vous enverrai un mail avec l'ensemble des éléments d'ici demain ou jeudi, parce que manifestement, on a un gros problème sur le site. Alors, on va passer à un deuxième vrai-faux qui est sur le burn-out et le harcèlement. Est-ce que le burn-out est nécessairement lié au harcèlement? Donc, j'ouvre le vote. Voilà, normalement, vous l'avez vu, c'est une petite popine qui est apparue en dessous du chat avec un petit truc rouge dessus. Voilà, vous l'avez vu puisque vous êtes, ça y est, une petite vingtaine à y répondre. N'hésitez pas à participer. Pendant ce temps-là, je vais regarder les questions que vous nous avez posées sur le chat. Alors, il y a Yael qui nous dit: j'ai récemment écouté une conférence par un médecin qui précisait que le burn-out n'était pas reconnu comme maladie professionnelle. Pourriez-vous revenir sur cette notion?
Alors oui, il me semble, je sais plus, on va pas rentrer dans le détail là-dessus, mais oui, je peux y revenir. Alors, effectivement, le burn-out ne fait pas partie aujourd'hui des maladies qui figurent dans les tableaux de maladies professionnelles qui sont, en annexe du code de la sécurité sociale. Par contre, il est quand même possible de faire reconnaître le burn-out, en tant que maladie professionnelle, en saisissant notamment, le C2RMP qui est le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, si je me trompe pas. Donc c'est une procédure particulière, il faut qu'il y ait certaines conditions qui soient remplies, notamment que le salarié présente un certain taux d'incapacité suite, à ce burn-out. Il me semble que c'est de l'ordre de 25. Et vous pouvez, dans ce cas-là, faire reconnaître le burn-out en tant que maladie professionnelle. C'est ce qu'on appelle une maladie hors tableau. Donc, D'accord, logiquement, si c'est possible de faire oui. reconnaître un burn-out en maladie pro. D'accord, merci beaucoup Alexandra. Je vais pouvoir fermer le vote et vous êtes 72 à dire qu'effectivement, le burn-out n'est pas lié au harcèlement. Effectivement, oui, c'est faux. Un burn-out peut découler d'une situation de harcèlement moral ou sexuel, mais c'est pas forcément toujours le cas. Il y a certains cas de burn-out qui se développent indépendamment d'une situation de harcèlement. D'accord. Merci beaucoup Alexandra. Donc, on a également un dossier complet sur le burn-out et comment le gérer en entreprise pour protéger vos salariés, pour les prévenir de l'épuisement professionnel et pour réduire vos risques, les risques pour l'employeur. Je ne sais pas si ça fonctionne. Benoît, tu peux mettre le lien. J'ose pas y retourner sur le site parce que tout à l'heure, ça m'a coupé le son. Donc, je préfère garder la webconférence et puis tant pis pour les liens, je vous les enverrai par mail. Donc, on va passer à la deuxième partie parce qu'on a vu les bases et vu comment reconnaître les situations à risque. Avançons maintenant vers un nouveau volet essentiel qui est la prévention. Comment prévenir le harcèlement et le burn-out en entreprise? Et d'ailleurs, pourquoi? Quels sont les impacts pour l'entreprise, Alexandra? Alors, donc outre le fait que vous avez l'obligation effectivement de protéger la santé et la sécurité des salariés, le harcèlement comme le burn-out peuvent avoir des conséquences qui sont préjudiciables pour votre entreprise. Donc c'est ce qu'on va voir. Donc parmi les impacts qui peuvent, concerner votre entreprise, j'en ai listé quelques-uns. Donc on a déjà la perte de productivité. Il faut savoir qu'en présence d'un cas de harcèlement ou de burn-out dans l'entreprise, les salariés évoluent dans des conditions de travail qui sont, dégradées à cause du stress, de la pression et de la peur. Et tout ça va avoir évidemment un impact sur leur productivité à eux, mais plus généralement aussi sur la productivité de votre entreprise et avoir indirectement des conséquences financières pour votre structure. Un autre impact, c'est la multiplication des arrêts de travail. Effectivement, les salariés qui sont victimes de harcèlement ou de burn-out sont davantage sujets aux arrêts de travail que les autres salariés. Et il faut bien être conscient du fait que les arrêts de travail coûtent cher à votre entreprise. Tout d'abord parce que pendant cette période de suspension du contrat de travail qui est liée à l'arrêt, vous pouvez être amené à maintenir en tout ou partie le salaire du salarié en arrêt de travail en complément des indemnités journalières de sécurité sociale, alors même que votre salarié ne réalise aucune prestation de travail. Mais également parce que il peut être nécessaire de remplacer le salarié absent par un salarié en CDD ou en intérim. Et là encore, le remplacement du salarié en arrêt a un coût. Ça implique des charges et des cotisations qui sont liées au salaire du salarié embauché pour le remplacement. Ça implique aussi le versement d'indemnités à la fin du contrat. Donc, ça représente un coût pour votre entreprise. Un autre impact, c'est l'augmentation du taux de cotisation accident du travail, maladie professionnelle. Donc ça, c'est dans le cas où un burn-out ou un harcèlement est reconnu comme ayant une origine professionnelle. Ça impacte nécessairement votre taux de cotisation AT-MP. Il existe aussi un risque que la faute inexcusable de l'employeur soit retenue à votre encontre en cas de reconnaissance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, là encore liée à un burn-out ou à un harcèlement. Donc ça signifie de devoir verser des dommages et intérêts supplémentaires à la victime. On a aussi un autre impact qui est constaté, c'est la hausse du nombre de ruptures de contrat de travail. Effectivement, on observe que dans les entreprises qui sont touchées par des cas de harcèlement ou les entreprises dans lesquelles les salariés sont victimes de burn-out, on observe en fait qu'il y a plus de départs de salariés qui démissionnent. Et donc indirectement, il est possible que
une situation de démission à répétition entraîne un turnover important dans votre entreprise et nuise aussi à l'image de celle-ci. Et sur le long terme, vous pourriez aussi avoir des difficultés pour recruter de nouveaux collaborateurs si vous avez mauvaise presse. Et enfin, le dernier impact qui n'est pas des moindres dont je peux vous parler, c'est évidemment le risque de contentieux, puisque si vous ne mettez pas en place une politique de prévention du harcèlement ou du burn-out en amont, et que vous ne prenez pas non plus les mesures nécessaires pour faire cesser ce type de situation lorsqu'il se présente dans votre entreprise, vous vous exposez à un contentieux coûteux devant le conseil de prud'homme et vous pouvez aussi voir votre responsabilité, notamment votre responsabilité pénale, engagée. Donc voilà, il y a quand même de nombreux risques. Ouais, tu m'étonnes. Et donc, pour éviter tous ces risques, quelles sont les actions à mettre en place dans l'entreprise pour prévenir ces cas de harcèlement et ce burn-out? Alors, donc il y a plusieurs actions. Donc là encore, vraiment, les actions vont être quand même assez spécifiques à chaque entreprise. Toutes les entreprises ne fonctionnent pas pareil, mais il y a quand même plusieurs leviers d'action dont on peut parler ici et qui concernent quand même normalement toutes les entreprises. Donc le premier levier d'action, c'est de réaliser une évaluation des risques professionnels. Comme vous le savez, toute entreprise a l'obligation de réaliser une évaluation des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés dans l'exercice de leurs fonctions. Donc, le risque de harcèlement moral et sexuel et d'agissement sexiste, mais aussi le risque de burn-out, sont des risques professionnels comme les autres qui doivent faire l'objet d'une évaluation au sein de l'entreprise et, le cas échéant, être inscrit sur le document unique d'évaluation des risques professionnels, ce qu'on appelle le DUER. Mmh. D'ailleurs, pardon, je te coupe juste parce que on a quand même des produits sur Jury Travail qui en parlent du DUR et on a fait une webconférence il y a quelques mois avec Kevin. Donc vous pouvez retrouver l'ensemble de ces éléments. On a à la fois un guide qui vous explique tout. Dans ce guide, vous avez un modèle de DURP à télécharger et à renseigner. Et si jamais vous préférez la version papier, vous pouvez aussi télécharger directement sur le site le modèle que vous recevrez donc en format physique et que vous pourrez renseigner directement, ainsi que l'affichage qui explique tout. Je ne sais pas si YouTube fonctionne. Je crois que Benoît vous a mis le lien de la webconf de YouTube. Comme ça, au moins là, je pense que le lien fonctionne. Pardon Alexandra, je t'ai coupé, je te laisse reprendre. Et du coup, je terminerai sur l'évaluation, voilà, en disant que cette évaluation, elle devra ensuite déboucher sur des mesures de prévention qui vont vous permettre de réduire, voire même de supprimer, les risques de burn-out et de harcèlement dans votre entreprise. D'accord. Donc ça, c'est la première action, c'est vraiment le DURP, le Exactement, mettre à jour et le tenir à jour, c'est important. c'est ça. Ensuite, donc la deuxième action, ça va être de sensibiliser et d'informer les salariés sur le harcèlement et le burn-out. Plus les salariés sont sensibilisés au harcèlement et au burn-out, plus ils vont être en mesure de détecter les agissements qui peuvent s'apparenter à du harcèlement ou de détecter les signes qui peuvent laisser penser qu'un salarié est victime de burn-out. Cette sensibilisation, elle va leur permettre d'être en mesure de révéler ou de témoigner plus facilement de telles situations lorsqu'ils vont en avoir connaissance. Et également, les sensibiliser, c'est aussi leur donner la possibilité d'adapter eux-mêmes leur comportement en entreprise et du coup d'avoir conscience de ce qui est acceptable ou de ce qui ne l'est pas. Donc, il faut savoir que les salariés, du coup, peuvent être sensibilisés via des formations. Donc, ces formations, elles peuvent être dispensées par vos représentants du personnel, si vous en avez évidemment, mais aussi par un prestataire externe, donc que ce soit un organisme privé dédié au bien-être au travail et à la prévention des risques, ou encore par la médecine du travail. On reviendra sur les différents interlocuteurs un peu plus tard. Mais voilà. En ce qui concerne du coup cette sensibilisation du harcèlement, donc là la sensibilisation, il faut savoir qu'elle devra au moins être axée sur les définitions du harcèlement moral et du harcèlement sexuel, sur les procédures et les dispositifs d'écoute et de recueil des signalements de harcèlement, on va y revenir un peu plus tard, et également sur les sanctions applicables qui sont prévues par le Code du travail en ce qui concerne le volet disciplinaire et le Code pénal en ce qui concerne le volet pénal. D'ailleurs, sachez justement que vous devez porter à la connaissance de tous les salariés les textes qui définissent et punissent le harcèlement moral et le harcèlement sexuel en entreprise. Ces textes, ce sont lesquels? Donc, on a l'article L1152-1 à L1152-6 du Code du travail
et 222-33-2 du code pénal pour ce qui concerne le harcèlement moral. Et on aura l'article L1153-1 à L1153-6 du code du travail et 222-33 du code pénal pour ce qui concerne le harcèlement sexuel. En ce qui concerne la sensibilisation au burn-out, donc cette sensibilisation, elle va devoir porter au moins sur les facteurs présents au sein de l'entreprise et qui peuvent être à l'origine du burn-out, pour que les salariés aient conscience justement des facteurs existants et d'eux-mêmes sachent se prémunir contre ces risques-là. Elle va devoir aussi porter sur les symptômes du burn-out et également sur les interlocuteurs que vont pouvoir contacter les salariés qui sont victimes d'un burn-out. Par ailleurs, je me permets aussi de vous préciser que la sensibilisation à ces situations-là, elle ne doit pas concerner que vos salariés, elle concerne aussi vos équipes encadrantes et vos managers. C'est important de les sensibiliser sur ces sujets-là pour qu'ils intègrent du coup ces risques dans leur technique de management, puisqu'effectivement, il ne faut pas oublier qu'ils jouent un rôle prépondérant en matière de prévention et de lutte contre le harcèlement et le burn-out en entreprise. Et je me permets aussi une dernière petite parenthèse sur la sensibilisation. Concernant en fait la formation des salariés en matière de santé et sécurité au travail, donc tout ce qui est sensibilisation, formation sur cette thématique santé-sécurité au travail. Il existe depuis le 1er octobre 2022 un outil qui vous permet de recenser les attestations, les certificats et les diplômes obtenus par le salarié en matière de formation et sécurité au travail. Cet outil, c'est le passeport de prévention. Pourquoi je vous en parle? Vous allez me dire parce que ça date quand même de 2022. Je vous en parle parce qu'en fait, pour le moment, il n'y avait que les organismes de formation qui y avaient accès. Mais normalement, au premier trimestre 2026, a priori, ce serait le 16 mars, vous devriez pouvoir accéder au passeport de prévention des salariés. Et donc, du coup, le but de ce passeport-là, en fait, ça va être de faciliter la circulation de l'information sur les formations suivies par le salarié, les compétences qu'il a acquises et les certificats qu'il a obtenus grâce à ces formations-là, et aussi d'anticiper les mises à jour des formations, certifications et diplômes. Donc, vous allez devoir inscrire sur ce passeport de prévention, au même titre que le font déjà les organismes de formation, les formations, certifications et diplômes obtenus par le salarié en matière de santé et sécurité au travail. Donc, c'est un outil qui va quand même être utile pour retracer tout ce qui est fait au niveau de l'entreprise en matière de sensibilisation et de formation. Et donc, toutes les entreprises devront le mettre à jour? Normalement, oui, toutes les entreprises sont concernées, à moins que ça change d'ici là, parce qu'en ce moment, le gouvernement change d'avis et de tous les 4 matins, mais logiquement, toutes les entreprises sont concernées. D'accord, merci beaucoup. Alors, on va faire encore un vrai faux, donc sur la communication, des textes relatifs au harcèlement dont tu as déjà un peu parlé. Alors la question c'est: la communication des textes relatifs au harcèlement moral et sexuel doit se faire par affichage dans l'entreprise? Donc vous pouvez répondre par oui ou par non, par vrai ou par faux. Voilà, ça y est, c'est lancé, quelques réponses, beaucoup de vrais pour le moment. Et donc, on peut prendre une question de Stacy, par exemple, qui nous demande comment procéder si le harcèlement émane de la direction. Pour moi, il n'y a pas de différence entre la direction le harcèlement qui émane de la direction ou d'un salarié. Alors après, le harcèlement qui émane du salarié, c'est vrai que c'est plus facile de se rapprocher de sa direction pour signaler un tel cas. Par contre, effectivement, quand le harcèlement provient de la direction, et là, on peut C'est pas pas toute la forcément direction qui va harceler. Enfin, dans ce cas-là, c'est un énorme problème. Oui, c'est qu'il y a un sacré souci dans l'entreprise. Donc effectivement, vous pouvez quand même vous tourner vers les RH, évidemment. Bon, après, si le harcèlement vient des RH, il y a toujours quelqu'un vers qui se tourner. Après, par contre, si vraiment la situation pour vous est bloquée, vous pouvez contacter la médecine du travail et l'inspection du travail aussi, qui sont des interlocuteurs, on va le voir, à privilégier dans ce cas-là. Oui, on parlera des différents interlocuteurs tout à l'heure dans la partie 3. Donc, je vais mettre fin au sondage et vous êtes 92% à dire vrai.
Eh ben c'est faux. Ah mince! La communication de ces textes, elle peut maintenant se faire par tout moyen. Donc ça peut être par affichage dans les locaux de l'entreprise, mais également, avec un autre support de diffusion, donc sur l'intranet ou encore sur une note d'information que vous transmettez aux salariés. Alors après, c'est vrai que l'affichage, ça reste quand même le moyen d'information le plus efficace parce qu'il va vous permettre de diffuser, toutes ces informations autour du harcèlement de manière générale dans les locaux de l'entreprise. Mais, voilà, c'est pas une obligation. Par contre, sachez que si vous avez un règlement intérieur, donc normalement au moins pour les entreprises de plus de 50 salariés, et après vous pouvez aussi en avoir un si vous avez moins de 50 salariés, mais dans ce cas-là, voilà, il faut que les textes figurent aussi dans le règlement intérieur de l'entreprise. Et dernière petite chose, en matière de harcèlement sexuel, vous devez porter à la connaissance des salariés, là encore par tout moyen, les possibilités d'actions contentieuses qui existent et les adresses et numéros de téléphone de certains interlocuteurs. Donc, par exemple, on a le défenseur des droits, le référent harcèlement sexuel désigné parmi les membres du CSE, si vous avez un CSE, et le référent harcèlement sexuel en entreprise si vous avez une entreprise qui compte au moins 250 salariés. Alors c'est vrai que c'est une bonne question, Agnès. Pourquoi nous dit-on affichage obligatoire? Alors c'est vrai qu'on appelle ça affichage obligatoire parce qu'en fait avant, effectivement la communication était obligatoirement faite par affichage obligatoire et du coup dans le langage courant, vu que c'est des informations qui sont essentielles, on a gardé Cette cette appellation. formulation, voilà, Mmh. affichage obligatoire. Alors, on a vu tout à l'heure que le premier point pour les actions de prévention, c'est réaliser une évaluation des risques professionnels, via le DUERP. Le deuxième point, c'était sensibiliser et informer les salariés sur le harcèlement et le burn-out. Et donc le troisième point, Alexandra, est-ce qu'il Et y a bah, des oui, vas-y, pardon. c'est la communication, avec les salariés évidemment qui est à privilégier, qui est très importante. Eh oui. Et du coup, pour prévenir, ces situations-là, donc vous devez effectivement bien communiquer avec vos salariés. Donc faut pas hésiter à faire des points réguliers avec eux pour identifier, des situations de harcèlement ou de, burn-out. N'hésitez pas pendant ces points-là à discuter, avec eux de leur charge de travail, des difficultés qu'ils peuvent rencontrer aussi dans l'exercice de leurs fonctions ou, dans l'organisation de leur travail, mais aussi dans leurs relations avec leurs collègues, leurs clients ou différents prestataires. Et au besoin, si vous détectez une situation anormale, il va falloir mettre des mesures individuelles en place pour remédier à cette situation. Donc, par exemple, ça peut être si votre salarié vous fait part d'une charge de travail trop élevée ou d'objectifs qui le stressent, ça peut être de revoir les objectifs fixés, tout simplement. N'hésitez pas aussi pendant ce point-là, à leur rappeler, des règles de base, donc comme ça paraît bête, hein, mais on l'oublie trop souvent, mais n'hésitez pas à leur rappeler le respect des horaires de travail, des temps de pause et aussi, leur droit d'exercer leur droit à la déconnexion. C'est important. Et dernier petit point, donc ces échanges-là, il y a pas de périodicité fixée, hein. Chaque entreprise fait comme elle veut. Ça peut être mensuel, ça peut être trimestriel. Ça, c'est à vous de voir, comment vous souhaitez vous organiser. Merci beaucoup Alexandra pour toutes ces informations. Faut-il obligatoirement signer une charte, relative au harcèlement et à la violence au travail ou une forme de charte d'engagement santé mentale au travail? Alors, non, c'est pas obligatoire du tout. Ces chartes-là, que ce soit pour le harcèlement ou pour la santé mentale au travail, elles ne sont pas obligatoires, elles ont vraiment une vocation pédagogique, mais elles sont importantes quand même parce que ça peut constituer effectivement une 4e, mesure de prévention à mettre en place dans votre entreprise. Pourquoi? Parce que, donc en ce qui concerne la charte relative au harcèlement et à la violence au travail, cette charte, en fait, elle donne aux entreprises la possibilité de décliner leur position et leur engagement vis-à-vis du harcèlement et des violences au travail. Elle va aussi leur permettre de se doter d'un cadre concret pour aider les entreprises à identifier, à prévenir et à gérer les problèmes liés au harcèlement et à la violence au travail. D'ailleurs, cette charte-là, elle doit être annexée au règlement intérieur de votre entreprise si vous en avez un. D'accord. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi signer une charte d'engagement pour
promouvoir la santé mentale au travail. Cette charte-là, elle est relativement récente puisqu'en fait, vous pouvez la signer depuis la fin de l'été 2025 en vous rendant directement sur le site internet de l'Alliance pour la santé mentale. Et donc, si vous signez une telle charte, il faut savoir que par contre, vous vous engagez dans un délai de 3 ans à mettre en œuvre des mesures qui permettent notamment de sensibiliser et de libérer la parole sur la santé mentale au sein de l'entreprise, de développer le dialogue sur la qualité de vie et les conditions de travail, d'améliorer les organisations et l'environnement de travail des salariés, et aussi de soutenir concrètement les travailleurs par des actions de prévention, de formation et d'accompagnement. Donc c'est quand même pas quelque chose à prendre à la légère. Mais là encore, voilà, cette charte non plus, elle n'est pas obligatoire. Elle sert à valoriser et à approfondir les bonnes pratiques au sein de votre entreprise et aussi à créer un réseau d'entreprises engagées et à construire une culture de travail qui est plus durable et plus humaine. Oui, et puis ça peut aider aussi, quand on recrute à mettre en avant l'entreprise, en affirmant, ses positions par Exactement. rapport à tout ça. Et comment mettre en place et faire connaître ces dispositifs d'écoute ou du recueil de signalements? Ah oui, je vous avais mis le lien vers la charte, mais Benoît vous a déjà envoyé le lien. Donc la question suivante, c'est comment mettre en place et faire connaître les dispositifs d'écoute et de recueil du signalement? Alors effectivement, ça c'est très important et on peut considérer que ça peut être une 5e mesure de prévention contre le harcèlement et le burn-out. Donc, faut savoir qu'en matière de harcèlement et plus spécifiquement en matière de harcèlement sexuel, le défenseur des droits a émis plusieurs recommandations pour vous aider à prévenir de tels faits. Et du coup, il recommande aux entreprises de mettre en place ces dispositifs d'écoute et de signalement pour que les salariés qui s'estiment victimes de harcèlement sexuel ou qui en sont témoins puissent faire remonter ces situations là. Du coup, pour ça, ils préconisent aux entreprises d'assurer l'accessibilité à ces dispositifs par différents canaux. Donc, plus il y a de canaux qui permettent aux salariés de faire remonter leur situation, plus c'est efficace effectivement pour détecter des situations de harcèlement sexuel. Donc, ces canaux-là, ça peut être par téléphone, par mail, par un chat interne en ligne. Ça peut être aussi via des permanences de vos référents harcèlement en entreprise ou du référent harcèlement CSE si vous en avez. Donc voilà, il y a différents canaux, mais voilà, vous pouvez retrouver, si vous le souhaitez, toutes les recommandations à ce sujet-là dans la décision cadre du 6 février 2025 qui est publiée sur le site du Défenseur des droits. Ces recommandations-là, elles ont été émises en matière de harcèlement sexuel, mais vous pouvez tout à fait aussi vous y référer pour recueillir et mettre en place des dispositifs de recueillement en matière de harcèlement moral. Et vous pouvez aussi suivre cette forme-là pour le burn-out. Ce qui est important, c'est que les systèmes d'écoute et de recueil des signalements doivent pouvoir permettre aux salariés victimes de burn-out de se confier sur leur situation et d'obtenir aussi une aide, peu importe qu'elle soit interne ou externe à l'entreprise. Et une dernière petite précision d'ailleurs, il faut savoir qu'il y a certains numéros de téléphone qui peuvent être utiles aux salariés en situation de burn-out et que vous pouvez leur communiquer. On a par exemple le 3114 qui est le numéro national de prévention du suicide et le 0800 130 3x0 qui est le numéro de soutien psychologique national. Donc voilà, c'est des petits numéros qui peuvent être utiles. Il y en a d'autres qui sont très spécifiques aussi à certains secteurs d'activité. Mais voilà, ça c'est 2 numéros assez généraux qu'on peut utiliser un peu partout, tout le temps. D'accord, merci beaucoup Alexandra. Avec quels interlocuteurs dans l'entreprise les employeurs peuvent-ils travailler pour mettre en place des actions de prévention? Alors, donc effectivement, on en parlait un peu tout à l'heure, collaborer avec différents interlocuteurs, c'est aussi une mesure de prévention. Donc là, ce sera notre 6e. Alors, il y a déjà, évidemment, les représentants du personnel. Lorsque vous avez des représentants qui sont élus dans votre entreprise, c'est impératif de collaborer avec eux, puisqu'en fait, les élus, vous le savez, ils contribuent à protéger la santé et la sécurité des salariés et aussi à promouvoir l'amélioration des conditions de travail dans l'entreprise. Et du coup, ils ont un rôle quand même qui est très actif en matière de prévention du harcèlement et du burn-out. D'ailleurs, sachez que les membres du CSE bénéficient de 5 jours de formation sur la santé, la sécurité et les conditions de travail. Donc du coup, tout ce qui est problématique de harcèlement et de burn-out, en toute logique, c'est abordé pendant cette formation-là. Donc voilà, et j'en profite pour vous rappeler que la formation en matière de santé, sécurité, conditions de travail des membres du CSE, elle est à votre charge. C'est à vous, employeur, de la financer. Voilà.
Donc, il y a les représentants du personnel. Ensuite, Ensuite, on a la médecine du travail, évidemment, ouais. je vous en parlais tout à l'heure. Donc, faut savoir que vous pouvez, et même c'est une obligation dans les entreprises d'au moins 50 salariés, vous devez adresser une convocation avec un ordre du jour au médecin du travail euh, pour qu'il assiste aux réunions CSE qui abordent la thématique de la santé, de la sécurité et les conditions de travail. Après, il appartient au médecin du travail de choisir d'assister ou pas à cette réunion à laquelle il est convié. Mais en tout cas, s'il décide d'y participer, sachez que sa présence est précieuse, puisque suite à sa participation, il va pouvoir, lorsqu'il l'estime utile, vous proposer des recommandations, notamment pour améliorer la prévention des risques psychosociaux dans votre entreprise ou même améliorer la prévention du harcèlement. Et vous avez aussi, vous, de votre côté, la possibilité, lorsque vous mettez en place un plan d'action pour lutter contre le burn-out ou le harcèlement, vous avez la possibilité d'adresser ce plan d'action à la médecine du travail pour qu'elle vous fasse des retours sur la viabilité de ce plan et qu'elle vous fasse éventuellement des recommandations, des préconisations pour vous aider. Mhm. Voilà. Ensuite, en troisième interlocuteur, on en parlait un peu tout à l'heure, on a le référent harcèlement sexuel au CSE. Alors là, ça va concerner déjà les entreprises qui ont un CSE et qui simplement en matière de harcèlement sexuel. Donc ce référent, vous devez collaborer avec lui. Il est désigné donc parmi les membres du CSE par les membres du CSE. Et du coup, donc ces missions, alors elles sont pas définies par le Code du travail. C'est les élus du CSE qui vont délimiter son champ d'action. Mais en gros, pour faire simple, ce référent-là, il a un rôle de prévention, un rôle d'écoute et de soutien auprès des salariés et un rôle de médiateur. Il va tenter d'aider à la résolution amiable des conflits, faciliter les discussions entre les parties. Il va assurer aussi la coordination avec la direction, les syndicats et toutes les parties prenantes en matière de harcèlement. Et donc, lorsqu'il est présent dans l'entreprise, il faut savoir que ces missions doivent s'articuler avec avec celle du référent harcèlement sexuel en entreprise, si vous en avez un. Donc justement, on y D'accord. vient, c'est le Ouais. quatrième interlocuteur. Le référent harcèlement sexuel en entreprise. Donc là encore, c'est bien spécifique. Ça concerne les entreprises qui ont au moins 250 salariés et en matière de harcèlement sexuel. Donc là, ça va être à vous, employeur, de définir son rôle. C'est vous qui le nommez, ce référent harcèlement sexuel en entreprise. Alors généralement, le ministère du Travail recommande que le salarié désigné soit intégré au service des ressources humaines, mais vous pouvez très bien choisir de désigner un autre salarié. Et en gros, ce référent harcèlement sexuel en entreprise, il va avoir plusieurs missions, donc notamment, il va pouvoir réaliser des actions de sensibilisation et de formation auprès de vos salariés. Il va pouvoir aussi les orienter vers les autorités compétentes, notamment l'inspection du travail, la médecine du travail. Il va aussi pouvoir mettre des procédures internes pour favoriser le signalement et le traitement des situations de harcèlement sexuel. Donc, par exemple, réaliser des enquêtes si besoin. Voilà. En gros, c'est le rôle du référent harcèlement sexuel en entreprise. D'accord. Et une dernière entité. Alors, une dernière entité qui là est un petit peu moins connue, c'est le service assurance maladie risque professionnel. Donc là, ça va concerner simplement le volet risques psychosociaux. Il faut savoir que l'assurance maladie risque professionnel, en fait, c'est un acteur essentiel qui va vous aider dans l'identification et la prévention des risques psychosociaux tels que le burn-out. Et donc, en fait, son accompagnement s'appuie sur trois choses, trois outils. Il s'appuie déjà sur un réseau de consultants spécialisés en prévention des RPS. Donc ce réseau, en fait, peut vous apporter un accompagnement personnalisé en vous aidant à analyser les situations de burn-out dans l'entreprise, à définir des mesures de prévention et à déployer ces actions en fonction de vos besoins spécifiques. L'accompagnement, ça peut se matérialiser aussi par une offre de formation renforcée. Donc, l'assurance maladie peut proposer des formations aux dirigeants pour intégrer les RPS dans la stratégie de l'entreprise, mais aussi peut proposer des formations aux acteurs internes à votre entreprise qui interviennent en matière de RPS. Donc là encore, ça va être les représentants du personnel et
aussi, elle peut proposer des formations directement à vos salariés. Et enfin, le troisième outil qui est intéressant, il faut savoir qu'il existe une aide financière qui est appelée la subvention accompagnement RPS, Ouais. donc qui concerne là les entreprises de moins de 50 salariés. Et donc, en fait, c'est une aide qui vous permet de faire financer un diagnostic et un accompagnement personnalisé qui va être réalisé par un consultant référencé. Et donc, ce consultant va aider à identifier les facteurs de stress liés au travail et à son organisation. Et il va aussi vous aider à élaborer un plan d'action adapté. Et donc, il faut savoir que cette subvention, donc, elle prend en charge 70% des coûts qui sont engagés hors taxes. Et avec, donc, elle vous permet de financer un montant minimum de 1 000 euros et un montant maximum de 25 000 euros. Donc, ça peut être Ah intéressant oui, oui, à ce complètement. niveau-là. Complètement. Il y a juste une question de Cécile qui demande le référent harcèlement sexuel au CSE, il ne gère que le harcèlement sexuel ou alors il peut aller vers le harcèlement moral? Alors normalement, ces missions se cantonnent au harcèlement sexuel. Il a été mis en place pour ça. Après, D'accord. est-ce que dans la pratique en entreprise, il peut aller sur le harcèlement moral? J'ai envie de dire, dans le code, rien n'interdit. Après, Oui, dans la pratique, chacun intervient bien un peu. De toute façon, c'est un membre du CSE, enfin, à avant part tout. entière. Donc, Oui, oui, dans oui. tous les cas, il peut ensuite intervenir sur le harcèlement moral. Et est-ce qu'il est obligatoire de nommer cette personne? C'est une question que oui, non? Euh, alors, normalement, oui, il me semble que c'est obligatoire. D'accord, Il me il me semble semble. aussi, il me semble aussi. Alors, la troisième partie, on va voir maintenant comment opérationnellement on peut s'en sortir, comment on peut réagir quand un cas survient, car même avec une bonne prévention, aucune entreprise n'est totalement à l'abri. Alors, on va voir maintenant la gestion des cas et puis, la première question que j'ai envie de te poser Alexandra, c'est comment prendre en charge les personnes atteintes de burn-out? Alors, donc la première étape déjà, si vous détectez un burn-out chez un salarié ou si un collaborateur vous informe qu'il pense être victime d'un burn-out ou au moins qu'il vous le fait comprendre ou si vous en êtes informé par un collègue, la première chose à faire vraiment, c'est de faire remonter cette information à votre hiérarchie. Donc ça peut être le service des ressources humaines ou votre supérieur hiérarchique ou directement le dirigeant d'entreprise. Si vous êtes une petite entreprise, il n'y a pas toujours toutes ces échelles en interne. Et donc effectivement, le but en fait d'informer la hiérarchie, c'est qu'elle vous épaule en tant que manager dans la prise en charge du collaborateur. Après, la deuxième étape, ça va être de convoquer le salarié à un entretien pour faire le point sur sa situation. C'est vraiment indispensable de recevoir le salarié en entretien. Pourquoi? Là, donc, vous allez devoir adopter une approche progressive déjà pour ne pas brusquer le salarié. Et l'objectif, en fait, ça va être de permettre au salarié de poser des mots sur ce qu'il ressent et d'identifier avec lui les raisons en lien avec son activité professionnelle qui sont à l'origine de son mal-être. Cette étape-là, elle est indispensable pour pouvoir par la suite mettre en place des actions pour aider le salarié sur le long terme et lutter contre les risques de burn-out d'une manière générale, y Mmh, compris pour ce salarié et pour tous les autres salariés de l'entreprise. oui. Une autre étape importante, ça va être également de contacter la médecine du travail. Pourquoi? Parce que vous pouvez tout à fait suggérer à votre salarié de se rendre chez son médecin traitant si vous constatez que son état de santé est préoccupant, mais bien souvent, on observe que les personnes qui souffrent de burn-out, en fait, ont tendance à minimiser leur situation et adoptent une certaine forme de résistance. Donc, elles n'iront pas forcément chez le médecin, la situation va s'aggraver. Donc, en tant qu'employeur, manager ou RH, il est judicieux de prendre contact avec la médecine du travail et de faire organiser une visite médicale avec les services de prévention et de santé au travail qui vont pouvoir vous aider à protéger la santé et la sécurité de votre salarié, mais aussi mettre plusieurs mesures en place avec le salarié en collaboration. La médecine du travail, si elle estime que l'état de santé du salarié le nécessite, peut, par exemple, apprécier l'opportunité d'un aménagement de poste et vous faire des recommandations pour réduire en tout ou partie l'exposition du salarié aux facteurs de burn-out. Elle va aussi pouvoir se montrer plus persuasive et inciter le salarié à se rendre chez son médecin traitant pour
peut-être recevoir, prescrire un arrêt de travail si c'est nécessaire et également l'orienter vers une prise en charge plus spécialisée, par exemple vers un psychologue. Et dans les cas des plus graves aussi, la médecine du travail a la possibilité de délivrer un avis d'inaptitude temporaire. C'est possible aussi. Donc voilà. Merci beaucoup. Donc, les médecins du travail et ensuite? Et du coup, ensuite, évidemment, il va falloir trouver des solutions concrètes pour agir pour le bien-être de votre collaborateur sur le long terme. Donc, que ce soit pour lui permettre de se maintenir dans son emploi malgré sa situation. Donc, dans le cas où il ne bénéficie pas d'arrêt, il va falloir trouver des solutions pour qu'il se sente mieux et l'aider à traverser cette mauvaise période. Et dans le cas où il bénéficie d'un arrêt de travail, il va falloir trouver des solutions concrètes pour anticiper son retour au travail après son arrêt, pour pas qu'il se retrouve dans une situation identique à celle qu'il a connue avant son arrêt de travail. Donc vous devez vraiment l'accueillir avec des réponses concrètes qui solutionnent ou du moins qui aident à réduire son mal-être. Vous devez réfléchir à comment faire pour que cette situation d'épuisement professionnel cesse et ne se reproduise plus. Donc les leviers qui vont être mis en place vont être différents évidemment en fonction des entreprises et de leur organisation, mais à titre d'exemple, ça peut être par exemple de mettre en place des nouveaux outils de travail pour optimiser son temps de travail et son énergie. Ça peut être de mettre en place un suivi rapproché du salarié pour veiller à réguler sa charge de travail et si besoin, discuter des enjeux de l'activité et des priorités avec lui. Ça peut être aussi d'aménager temporairement son poste et ses horaires de travail, de réévaluer la charge de travail ou de lui proposer de travailler en binôme sur certaines activités avec d'autres salariés et aussi éventuellement de recruter un nouveau collaborateur pour décharger le salarié. Il y a vraiment beaucoup de solutions qui sont possibles. Chaque entreprise doit trouver en fonction de ses besoins. Oui, ces possibilités, ouais. Merci beaucoup Alexandra pour toutes ces idées. Merci beaucoup. On va passer à un autre vrai-faux, c'est l'avant-dernier. Alors, la question qu'on veut vous poser, c'est lorsque l'arrêt de travail d'un salarié en burn-out se prolonge, l'employeur peut procéder au licenciement. Et un petit peu en lien, même si pas tout à fait, on a une question de Magali qui dit « Lors d'une reprise en mi-temps thérapeutique, j'imagine après un burn-out ou quelque chose comme ça, quelle solution y a-t-il pour que l'employeur allège les tâches de travail ou dans le cas où il ne l'allégerait pas, ou il ne les allégerait pas, pardon. Alors, quelle solution y a-t-il par rapport à un éventuel recours que peut avoir le salarié si l'employeur n'aménage pas le retour suite à... Oui, c'est ça. C'est ça, hein. Qu'est-ce qui peut être mis en place pour aider le salarié finalement? Je pense déjà à un suivi pour savoir comment il se sent. Oui, déjà au niveau de l'entreprise, oui, il y a un suivi qui peut être mis en place, un suivi adapté pour suivre la charge de travail du salarié, voir avec lui comment il se sent, est-ce qu'il est prêt à reprendre davantage de missions, est-ce qu'il ne se sent pas trop surchargé? Et après, il est possible aussi pour le salarié directement de recontacter la médecine du travail et de se rendre de nouveau à une visite médicale pour que le médecin du travail délivre de nouveau des préconisations, des recommandations et mettre vraiment en place un plan d'action avec l'employeur pour favoriser le retour du salarié en mi-temps thérapeutique. C'est vraiment un travail, une collaboration conjointe entre l'employeur, le médecin du travail et le salarié et pourquoi pas aussi le médecin traitant qui peut faire des recommandations. Sur le site Jury Travail, une fois qu'il sera redevenu tel qu'il était avant cette webconférence, on a rédigé un article qui explique comment accompagner un salarié. En tant que manager, comment accompagner un salarié qui revient d'un arrêt maladie longue durée. Et dedans, vous pourrez trouver pas mal d'astuces, d'informations et puis pas des conseils, mais des idées pour l'accompagner au quotidien et puis pour que vous, en tant que manager, vous vous sentiez bien aussi parce que c'est pas non plus évident d'accompagner quelqu'un qui va pas bien dans son équipe. Alors, je vais mettre fin au sondage et fermer le vote. Donc, la question était, lorsque l'arrêt de travail d'un salarié en burn-out se prolonge, l'employeur
peut procéder à son licenciement. Et la réponse pour 75% d'entre vous, c'est faux. Alors, vous avez bien fait de venir à cette webconférence, puisque la réponse est... Eh ben c'est vrai. Alors, vrai, mais sous condition. Attention, ça à prendre avec Mmh. des pincettes. Effectivement, le salarié en arrêt maladie pour burn-out, il peut être licencié lorsque son absence prolongée ou ses absences répétées perturbent le bon fonctionnement de votre entreprise. C'est-à-dire que là où les absences entraînent une désorganisation de l'entreprise et que vous êtes dans l'obligation de remplacer définitivement ce salarié par une embauche en CDI. C'est le seul cas où le licenciement du salarié en burn-out est possible. Parce que je vous rappelle qu'un salarié ne peut pas être licencié parce qu'il est malade, auquel cas ça va constituer une discrimination liée à l'état de santé. Donc il faut bien que l'absence prolongée ou les absences répétées perturbent le fonctionnement de l'entreprise, désorganisent l'entreprise et que vous soyez dans l'obligation, dans la nécessité de recruter un salarié pour pouvoir à son remplacement parce que vous ne pouvez pas faire autrement. Voilà. Je suis désolée, ça a coupé. Donc la question suivante, c'était que faire lorsqu'un cas de harcèlement est dénoncé au sein de son entreprise? Alors, donc quand on a un cas de harcèlement, qu'est-ce qu'on fait? Alors déjà, la première situation, c'est de recueillir le signalement du salarié qui s'estime victime. On en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure, que le harcèlement soit sexuel ou moral, vous devez de toute façon réagir vite et dès le premier signalement de la victime présumée ou du témoin. Donc ça va être important de recueillir auprès de l'auteur du signalement tous les éléments qui vont vous permettre de réaliser une analyse complète de la situation. Donc là, sur ce point, le défenseur des droits recommande aux entreprises d'accuser réception du signalement auprès du salarié et que vous lui demandiez de communiquer, si possible, tous les éléments qui vont vous permettre d'appuyer son signalement. Donc ça peut être un récit chronologique des faits, le nom d'éventuels témoins, des emails, des messages, des attestations, des comptes rendus divers et variés qui vont vous permettre en fait de faciliter si besoin l'ouverture d'une enquête par la suite. Ça vous permet d'avoir déjà une vision globale et de voir si l'enquête est nécessaire ou pas. Le recueil du signalement va aussi d'autre part vous permettre d'orienter le salarié qui s'estime victime vers des interlocuteurs qui sont en mesure de pouvoir l'accompagner aussi bien sur le plan psychologique que dans les démarches qu'il peut entreprendre pour faire sanctionner l'auteur du harcèlement. D'accord. La deuxième étape, ça va être de diligenter une enquête. Alors, ça dépend, on va voir. Lorsque vous avez un harcèlement sexuel dans l'entreprise qui est dénoncé, vous devez déclencher une enquête interne. Là, les C'est faits relatés, obligatoire. Quand il c'est y a quelqu'un qui obligatoire. lève la main, qui dit harcèlement sexuel, tout de suite, bam, enquête. Normalement, il y a une enquête, parce OK. que les faits généralement sont complexes. C'est pas toujours évident aussi de faire la lumière sur les faits qui sont dénoncés et on peut pas prendre le risque non plus de sanctionner le harceleur présumé. Bien Donc sûr. du coup, puis c'est aussi possible qu'il y ait des versions contradictoires qui vous soient soumises. C'est aussi possible que les faits de harcèlement sexuel se soient déroulés à huis clos sans témoin et que la victime ait aussi du mal à accéder aux preuves qui pourraient lui permettre de dénoncer ces faits-là. Donc l'enquête vraiment a tout son intérêt ici. Sur ce point, le défenseur des droits recommande d'être assez rapide pour ouvrir cette enquête, maximum dans un délai de 2 mois. Et donc l'objectif, ça va vraiment être d'établir la réalité des faits allégués, leur nature et leur ampleur. Sachez aussi que vous pouvez ouvrir une enquête, enfin vous devez ouvrir une enquête, même si les faits de harcèlement ont été signalés tardivement par le salarié qui s'estime victime. Donc ça, c'est en matière de harcèlement sexuel. En matière de harcèlement moral, pendant longtemps, l'enquête a été obligatoire, mais ce n'est plus obligatoire depuis une décision de la Cour de cassation du 12 juin 2024. La Cour de cassation a effectivement considéré qu'à partir du moment où l'employeur prend les mesures suffisantes de nature à faire cesser le harcèlement et à préserver la santé et la sécurité du salarié victime, il ne manque pas à son obligation de sécurité s'il ne met pas en œuvre une enquête interne. La Cour de cassation, ici, elle a vraiment considéré que l'enquête en matière de harcèlement moral, c'est une mesure comme une autre pour faire cesser le harcèlement et qu'il ne s'agit pas d'un élément permettant d'apprécier la responsabilité éventuelle de l'employeur.
Et d'ailleurs, dans la décision cadre dont je vous parlais tout à l'heure, le défenseur des droits a rappelé qu'une enquête interne ne doit être ouverte par l'employeur en matière de harcèlement moral que si le signalement nécessite des investigations complémentaires. Sinon, c'est pas D'accord, sinon forcément c'est pas la obligatoire. peine. Voilà. D'accord. OK. Une autre chose à faire aussi, donc quand il y a un harcèlement en entreprise, donc là ça va être en cas de harcèlement moral, c'est pas une obligation, mais vous pouvez engager une médiation entre le harceleur et le harcelé. Effectivement, le Code du travail prévoit la possibilité de mettre en place une procédure de médiation. Donc ça va permettre de créer un espace de discussion pour clarifier les faits et aussi de rétablir le dialogue entre la victime et l'auteur du harcèlement moral. Et pourquoi pas, c'est le but, de dégager des solutions équitables pour tous les acteurs concernés. Cette médiation-là, elle peut être mise en place par toute personne au sein de l'entreprise qui s'estime victime de harcèlement moral ou aussi par la personne mise en cause, mais également par vous, employeur. Mmh. Par contre, si l'une des parties demande une médiation, vous avez l'obligation, vous, en tant qu'employeur, de la mettre en place. Vous ne pouvez pas refuser d'avoir recours à la médiation. Et l'intérêt de la médiation, c'est que justement, parfois, elle va permettre d'établir finalement que la situation de harcèlement moral n'est pas avérée. Ce que la victime pouvait percevoir comme du harcèlement n'est en fait qu'un simple conflit dû à une mauvaise compréhension des choses ou à une interprétation erronée de la situation. Donc c'est là tout l'intérêt de la médiation dans le cadre du harcèlement moral. Et aussi, ça peut permettre à l'auteur des faits, lorsqu'il y a bien un harcèlement moral, de prendre conscience, par exemple, que son mode de communication génère du stress ou des tensions chez la victime et que c'est pas idéal. Donc, ça peut permettre une remise en question aussi de toutes les parties. Et par contre, si le harcèlement moral, suite à cette médiation, est avéré, là, dans ce cas-là, le médiateur va soumettre des propositions aux parties, à charge pour vous de prendre ensuite les mesures et les sanctions qui s'imposent en matière de harcèlement moral. Voilà. D'accord. Et peut-être le dernier, les sanctions, tout ce qui est lié aux sanctions? Et du coup, donc la dernière étape, si effectivement il y a bien un cas de harcèlement moral qui est, harcèlement moral ou sexuel d'ailleurs, hein, qui est avéré dans l'entreprise, la dernière étape, ça va être de prononcer une sanction disciplinaire à l'encontre de l'auteur du harcèlement. Mmh. Donc cette sanction disciplinaire, elle doit toujours être proportionnée à la gravité de la faute commise. Elle doit permettre de mettre un terme au fait de harcèlement. Donc vous allez pouvoir opter pour une mutation disciplinaire, une mise à pied disciplinaire, voire même dans les cas les plus graves, un licenciement pour faute. Je vous rappelle que vous disposez de 2 mois pour sanctionner le salarié fautif à partir de la date à laquelle vous avez eu connaissance des faits reprochés, sauf s'il y a eu des poursuites pénales engagées entre-temps. Mmh. Voilà. On a fait, il y a pas longtemps aussi, une webconférence sur la sanction disciplinaire. Je vous invite à aller y jeter un coup d'œil. Elle était très intéressante et il y a beaucoup d'exemples, donnés pendant cette webconf. Donc n'hésitez pas. Encore une fois, si vous voulez, recevoir l'ensemble des éléments, envoyez-moi un mail elodie.denist@jurytravail.com. On va passer au dernier vrai-faux, comme ça nous permet de poser 1 ou 2 questions avant la dernière partie. On est déjà un peu en retard, donc je me dépêche. La dernière question, c'est: il est possible d'écarter le salarié harceleur de l'entreprise en attendant qu'il soit licencié pour faute? Je vous laisse répondre et en attendant, on va prendre une question de Hamid, par exemple, qui nous demande: une enquête diligentée par le CSE dans le cadre du droit d'alerte pour atteinte aux droits des personnes, est-ce que ça peut intervenir dans ce cas-là? Dans le cas de... Des enquêtes internes, pardon. Tout à l'heure, on parlait des enquêtes internes. Ah oui, Est-ce pardon. que oui, est-ce Euh, que, une enquête interne diligentée par le CSE, ça peut fonctionner? Ou est-ce que c'est forcément l'employeur qui fait la démarche? Alors normalement c'est à l'employeur de mettre en place cette démarche-là, puisque c'est son rôle à lui de préserver la santé et sécurité des salariés. Oui. Mais par contre, il doit effectivement aussi collaborer avec le CSE. Donc il peut aussi se servir à l'appui d'une enquête qui a été initiée par le CSE pour ensuite, si besoin, prendre les mesures qui s'imposent en matière de harcèlement, notamment sanctionner le salarié. Donc il doit collaborer avec le CSE et prendre en compte l'enquête du CSE aussi, c'est tout à fait possible.
D'accord, donc pour répondre à la question de Gwenin, la première enquête, l'enquête, elle est faite par l'employeur avec le CSE. Oui, c'est même quasiment, entre guillemets «indispensable» de collaborer avec le CSE, oui. Alors, je remets mon adresse mail sur le chat et on va pouvoir passer à la troisième partie, la dernière partie, la quatrième, la responsabilité de l'employeur. La responsabilité, ouais, mais du coup, j'ai pas donné On la. n'a Je pas suis répondu. désolée, ouais, je suis désolée, ça me perturbe cette histoire de panne. On peut pas vous partager les liens, on peut pas s'inscrire pour recevoir le replay, c'est très compliqué. Pardon, je m'excuse. Donc, on répond à la question. Vous êtes 86% à dire que c'est vrai, qu'il est possible d'écarter le salarié harceleur. Alors oui, évidemment, c'est possible. Je vous posais cette question-là, c'était juste comment on fait et donc sachez que vous pouvez prononcer une mise à pied conservatoire. Donc c'est une mesure en fait qui vous permet, lorsque le maintien du salarié dans l'entreprise est impossible parce que le salarié représente un danger pour la santé et la sécurité du salarié victime, mais aussi du coup pour les autres salariés, c'est une mesure qui vous permet d'éloigner le harceleur de la victime et aussi pour ne pas manquer, vous, à votre obligation de sécurité. Donc voilà, c'était vraiment pour aborder cette mise à pied conservatoire qui est très utile pour éloigner le harceleur de l'entreprise. Très bien. Et donc, pour clore tout ce parcours, maintenant, on va s'intéresser à la dernière partie sur les risques juridiques et les responsabilités de l'employeur. Donc, quatrième partie, ça va être plus rapide puisqu'on a 2 questions. Donc, la responsabilité de l'employeur, voilà, est-elle automatiquement engagée en cas de harcèlement? Alors, lorsqu'il y a des faits de harcèlement, moral ou sexuel dans l'entreprise, la responsabilité de l'employeur, elle est pas forcément engagée. En D'accord. matière de harcèlement, faut savoir que, vous avez une obligation de sécurité et non pas une obligation de sécurité de résultat, et ça fait toute la différence puisque, dès lors que vous êtes en mesure de justifier que vous avez pris en amont toutes les mesures de prévention nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés, et que une fois informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement, vous avez pris immédiatement toutes les mesures nécessaires pour faire cesser cette situation, votre responsabilité, elle peut être écartée. Donc du coup, dans ce cas-là, vous ne pouvez pas être condamné à verser des dommages et intérêts aux salariés victimes, dans la mesure où vous avez fait tout votre possible pour prévenir et faire cesser cette situation. Par contre, si effectivement vous n'avez pas pris les mesures adéquates pour prévenir et faire cesser de tels agissements, là, votre responsabilité civile, voire pénale, peut être engagée, et même si vous n'êtes pas l'auteur des faits, mais votre responsabilité pourrait être engagée parce que vous aurez manqué à votre obligation de sécurité. D'accord. Et en matière de burn-out spécifiquement, est-ce que la faute inexcusable peut être reconnue à l'encontre de l'employeur? Alors effectivement, si, vous aviez ou auriez dû avoir connaissance du danger auquel était soumis le salarié, donc là, en l'occurrence, le burn-out, donc si vous aviez conscience que le salarié, était en burn-out, qu'il y avait plein d'éléments qui vous laissaient, penser ça, mais que vous n'avez pas pris les mesures nécessaires pour, préserver le salarié de cette situation, effectivement, là, la faute inexcusable peut être retenue à votre encontre, et du coup, vous allez devoir verser des dommages et intérêts aux salariés au titre de la faute inexcusable. D'accord, merci beaucoup Alexandra. Nous arrivons donc à la fin de cette webconférence. Alors je vous passe les slides parce que je reparlais de mes dossiers, mais de toute façon personne ne peut y avoir accès pour le moment. Vous avez aussi un lien pour pouvoir poser directement vos questions à nos juristes qui ne fonctionnent pas non plus, et vraiment, je le prends avec le sourire, mais ça m'embête vraiment beaucoup parce que c'est des situations qui sont à risque pour votre entreprise et on aurait voulu vous accompagner. Donc n'hésitez pas encore une fois à m'envoyer un mail, je transmettrai les éléments soit à nos juristes et je vous partagerai moi-même les liens et le replay d'ici jeudi. Merci beaucoup à toutes. Merci surtout à toi, Alexandra, pour toutes tes informations, tous tes éclairages de qualité. C'était très, très intéressant. Merci, Benoît. Alors, pour une première sur le chat, pour ceux qui nous suivent, vous savez que d'habitude, c'est Marine, mais Marine est en congé mat, remplacée par Benoît. Benoît, pour un premier, écoute, je trouve que c'était assez compliqué. On espère, en tout cas, sincèrement, que cette session vous a été utile, qu'elle vous a donné des repères concrets pour agir dans votre
entreprise, protéger vos salariés et faire en sorte que tout se déroule pour le mieux. Si vous avez une question particulière, je vous le redis, envoyez-la moi par chat. Je vous donne rendez-vous pour les 2 prochaines webconférences d'ici la fin de l'année. On est en train de préparer les webconférences pour le prochain trimestre. Alors, puisque vous avez mon adresse mail, n'hésitez pas aussi à m'envoyer vos idées si vous souhaitez qu'on partage vos questions et qu'on s'y intéresse. Donc le 4 décembre, c'est sur le licenciement économique, la procédure, le licenciement individuel, le PSE. Et le 18 décembre, ce sera de nouveau avec Alexandra. Donc le 4 décembre, c'est avec Kevin. Le 18 avec Alexandra. Alors là aussi, on est sur une webconférence qui change au quotidien. Tous les jours, il y a des nouveautés, des choses qu'on ajoute, des choses qu'on retire. Très difficile à organiser avec tous les changements liés au gouvernement. Avec Alexandra, on est toujours ravis de vous retrouver pour ces rendez-vous. C'est des sujets, vous le voyez, ça nous tient à cœur. On est vraiment heureuse de pouvoir vous expliquer, vous partager des éléments juridiques avec vous. Merci encore pour votre écoute. Désolée pour les problématiques liées au site et à Cloudflare. Et puis à très bientôt sur Jury Travail quand il sera revenu à son état normal. Et merci Élodie et merci à tous pour votre attention. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.